Zoul, Lawan, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief du samedi. On va débriefer les matchs qui sont joués aujourd'hui un petit peu dans les différents championnats. On va plus parler bien sûr de certains matchs comme Lens PSG, la performance de Bellingham avec le Real Madrid et des différents matchs qui se sont déroulés en Première Ligue. Mais on va revenir en globalité sur les principaux résultats du vendredi et du samedi, puisqu'il y a beaucoup de matchs qui vont se jouer demain, dont un super Newcastle-Liverpool et un autre match en Liga entre le Barça et Villarreal. Donc, on aura le temps de les débriefer. Mais aujourd'hui, on va plus parler, bien sûr, des matchs du samedi. On va commencer, bien sûr, avec la première chose qui va nous intéresser, c'est la Premier League. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker au maximum le débrief du samedi on va commencer bien sûr avec la Premier League, hein, avec beaucoup de matchs. On a fait une vidéo pronostic sur les différents matchs et je pense qu'on s'est trompé sur un ou deux matchs pour le moment. On s'est trompé sur un ou deux matchs. C'est vrai qu'il reste demain Newcastle, un fameux Newcastle-Liverpool, il y a Barcelone. Mais sur les principaux matchs qu'on a déclarés, à part le nul de Monaco face à Nantes, qui était un match personnellement où je m'attendais, personne s'attendait à ce que Nantes fait ce match-là. Et Arsenal face à Fulham, que c'était un derby et elle a tenu sa promesse. Mais en tous les cas, on a pu bien analyser les matchs. Et là, on va essayer de voir ce que ça donne. On a vu Chelsea s'imposer face à Loughton Park avec un doublé de Sterling qui est sur une très très bon lancé. Le premier but de Nicolas Jackson. Donc, première victoire de Chelsea. Ça fait beaucoup pour Chelsea que rien ne va. Enfin, une première victoire. Donc, ça, c'est une très très bonne chose. La première victoire, enfin, la victoire de Tottenham. Euh, la victoire assez compliquée de Manchester United qui est revenu après vraiment 3 buts, être mené 2-0, réussir à renverser la tendance. Arsenal, c'était la même chose. Ils étaient menés 1-0, ils ont pu retourner à 2-1, mais finalement, ils se font piéger. Je pense qu'on va essayer de voir les statistiques parce que c'est quand même un match assez exceptionnel. Et on a vu Arsenal quand même réussir à revenir dans le match, mais finalement, le but de Palinha qui quand même crucifie un petit peu Arsenal, qui lâche ses premiers points avec un match qui était dominé par Arsenal, mais une équipe de Fulham qui est quand même une très très bonne équipe qui joue en contre. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir Fulham proposer ce genre de football et être dans la transition rapide, être dans une construction assez intéressante, même si ils ont perdu Dimitrovic qui est quand même pas. C'est une vraie perte pour Arsenal, pour Fulham, mais il continue de progresser. Après, bien sûr, je pense que le match de la journée, au-delà du retour de Manchester United à 2 buts et du match nul, mais c'est West Ham qui, après avoir battu Chelsea 3-1, ils réussissent à mettre à 3 buts à Brighton, qui était juste là invincible. C'est vrai que Brighton, ils ont dominé, ils ont eu plus de situations. Mais voilà, West Ham qui est leader pour le moment de la Premier League. Et on a face à nous City qui, d'ores et déjà demain, peut prendre la tête de la Premier League. Peut la prendre avec 2 points d'avance parce que c'est la seule équipe à 6 points qui n'a pas encore joué. Euh, voilà, moi je pense que Arsenal a lâché des points et que malheureusement pour eux, c'est. Voilà. Après, l'image de la journée en Premier League, c'est bien sûr Nicolas Jackson qui a quand même réussi à marquer son premier but avec Chelsea. Je pense que ça va lui permettre d'être voilà, ça va le libérer. D'un autre côté, on a eu cette forteresse, la forteresse de Man United avec la statistique exceptionnelle des 20 matchs invincibles à Old Trafford à domicile en Premier League pour Manchester United. Ça, c'est quand même assez intéressant. Pour West Ham qui arrive au top de la Premier League en première position, ça aussi, c'est assez intéressant. Ça n'arrive jamais pour West Ham d'être en top de la Premier League. Mais c'est vrai que West Ham, pour moi, c'est une équipe qui est quand même
On s'attendait vraiment pas à voir West Ham battre Brighton de cette façon-là, mais ils l'ont fait, voilà. Il reste 3 matchs à suivre demain. Sheffield United qui est sur Manchester City. Ça va être difficile pour Sheffield d'arrêter City. Mais d'un autre côté, le match qu'on va attendre, c'est bien sûr le Newcastle-Liverpool. Voilà. Ceci est dit pour la Première Ligue. On va passer à la Liga avec aujourd'hui pas beaucoup de matchs. Le match de Cadix Almeria, voilà, c'est des matchs. La Liga, le problème, c'est le Real et le Barça. Voilà. On va juste attendre. On va plus parler du match de Real et de Celta Vigo. Un match difficile. Le Real n'a pas maîtrisé son jeu avec la compo idéale qu'on avait vue pour le Real Madrid, euh, qui ne change pas, à part Kepa Arrizabalaga qui est dans les buts, Rudiger, Alaba, Carvajal, voilà, ça change pas. Le milieu qu'on attendait avec Bellingham comme meneur de jeu et plus en attaque, Vinicius Rodrigo. Et là, le premier coup dur du Real Madrid, c'est de perdre Vinicius très très tôt. Je pense que c'est à la 10e minute ou avant. On va voir. On va voir le moment du changement. Voilà, c'est à la 18e minute. 18e minute, tu perds Vinicius. Après, Vinicius, c'est quand même. C'est l'homme fort du Real Madrid. C'est le meilleur joueur du Real Madrid. Même l'année passée, c'était le joueur qui faisait la différence. Et je pense que le Real Madrid, de ne pas avoir recruté d'avant-centre, on l'a vu aussi ce soir, ça va peut-être poser certains problèmes. Ça va peut-être vraiment poser certains problèmes parce que je vois pas Rossellou faire le travail. C'est pas possible de remplacer déjà Vinicius avec la technique, la vitesse, l'impact, même psychologique chez les adversaires. Et heureusement, tu as Bellingham. T'as Bellingham qui marque son quatrième but en 3 matchs, qui est toujours décisif. Rodrigo qui a raté un penalty en deuxième mi-temps, un penalty extrêmement douteux, qui a fait parler en Espagne du penalty de la VAR une nouvelle fois. Mais Bellingham qui marque, Bellingham qui est l'homme fort de ce Real Madrid, qui est le joueur le plus constant de cette équipe de Real Madrid. Et il y a une autre statistique, on va voir. Il y a une statistique, Jude Bellingham, c'est le premier joueur depuis Cristiano Ronaldo. Ça, c'est une statistique assez intéressante, la statistique. C'est le premier joueur depuis Cristiano Ronaldo à marquer lors de ses 3 premiers matchs avec le Real Madrid en Liga. Si c'est pas une bonne statistique pour Jude Bellingham, c'est qu'on connaît rien. Et au-delà de ça, moi j'ai parlé de Bellingham face à Bilbao, on a débriefé le match. Avec Almeida, on n'a pas débriefé le match, mais on l'a cité. Mais ce qui est intéressant avec Jude Bellingham, on l'a vu hier soir aussi face à Celta Vigo, c'est son impact sur le jeu. Au-delà des buts, de marquer, c'est pas son travail de marquer des buts, Bellingham. Le travail de Bellingham, c'est de bien faire jouer le Real Madrid. C'est le meneur de jeu, le momentum, le meneur de jeu, le numéro 10 qui porte un 5, c'est Zidane. Voilà, un peu dans le même poste, dans le même registre, avec un autre style de football, puisque le football a vraiment changé. Mais il est là, Jude Bellingham. Et c'est ça que je trouve assez impressionnant, sa facilité et sa manière avec laquelle il s'est adapté. C'est un grand joueur pour moi, Jude Bellingham. C'est déjà un grand. Et je... Mais après, il faut qu'il fasse ça sur la durée. On a vu des joueurs arriver, exploser, mais après, il n'y a pas de continuité. On espère une continuité à Jude Bellingham. Parce que il y aura du travail, il y aura de l'adversité. Voilà. Il y aura vraiment de l'adversité à venir pour le Real Madrid. Même si le championnat, je pense, cette saison, il est bien parti pour le Real. Demain, avec deux excellents, enfin, il y aura des bons matchs avec le déplacement du Barça à Villarreal, qui est le match à suivre, mais aussi Bilbao qui reçoit le Betis Séville, Valence ou Osasuna, mais on va plus s'attendre à Villarreal, Barcelone, qui sera le match à suivre demain en Liga. On passe à la Ligue 1 avec bien sûr le match qu'on attendait vraiment à ce qu'il soit pour Monaco, pour ceux qui pronostiquent, mais ce match nul de Nantes face à Monaco, c'était assez exceptionnel, surprenant. Une victoire qu'on attendait aussi, c'est la victoire de l'OM, 2-0, une victoire constante. L'OM, je l'ai dit, à part le faux pas en, en Champions League, je sais pas comment ils se font éliminer en Champions League face à l'équipe de Panathinaikos.
Mais il y a quelque chose. Voilà, Rodi et Klose qui font de bons matchs. Gigot et Mbamba dans l'axe, c'est aussi solide. Orangier, Vertu, Tari, Tsar, Ndia et Aubameyang. Voilà, pour moi, c'est bien fait. L'OM, pour le moment, n'est pas décevant. C'est rare que l'OM ne déçoit pas en début de saison, mais ils sont là et c'est le plus important. D'un autre côté, on a vu la première victoire du PSG cette saison avec des buts de Mbappé et de Marco Asensio. Une première mi-temps assez difficile pour le PSG, mais une deuxième mi-temps avec personnellement, une deuxième mi-temps à sens unique. Une deuxième mi-temps exceptionnelle du PSG, de Kylian Mbappé, qui est quand même, qui s'est fait, voilà, qui a fait quand même, voilà, il a plié. C'est vrai que le premier but d'Asensio a plié le lance en fin de mi-temps, mais une deuxième mi-temps où on s'est régalé avec le PSG, ça, c'est très très rare. Mais une PSG qui sort le ballon d'une manière verticale, qui va vite vers l'avant. On a vu Luis Enrique, le schéma et le jeu de Luis Enrique se mettre en place. Mais au-delà de ça, avoir Mbappé comme finisseur, ça va aider Luis Enrique. Et je pense que depuis Messi, hein, depuis Messi au Barça et Suarez aussi, il a plus ces joueurs-là qui pouvaient finir. Et il a eu ce problème avec l'Espagne pendant toute son hégémonie en Espagne. Il a atteint des finales, il a joué des grands rendez-vous de demi-finale d'Euro, et c'est le finisseur qui lui manquait. Je pense qu'avec Mbappé, vu que il y a Ugarte au milieu de terrain aussi, c'est un joueur exceptionnel, Manuel Ugarte. Quel joueur! Il est immense. Mais aussi, il récupère un joueur Asensio qui est pas mauvais. Très bon joueur Asensio qui a permis au Real l'année passée, même dans les autres années, de mettre des buts. Voilà, je pense que le PSG est lancé, Luis Enrique et le PSG sont lancés, le jeu était là. C'est le plus important et le plus intéressant quand il faut parler du PSG, même si, comme on l'a dit, c'est dans la durée que doit prouver Luis Enrique, parce qu'à PSG, les critiques, ça va venir rapidement et tout sera critiqué. Et c'est le problème de ce club qui, malheureusement, je ne le vois pas changer de sitôt. Voilà. Après, on va finir avec la Serie A. La Serie A avec l'exceptionnelle victoire du Milan, 4 buts à 1 avec un super but de Théo Hernandez. La victoire de Monza face à Empoli. L'Atalanta qui chute à Frosinone. Et Roma face à l'Hellas Vérone. Ça, c'est quand même la défaite inattendue avec un match extrêmement dominé par Roma. Mais voilà, 5 tirs, 3 cadrés, 2 buts, 23 tirs, 7 seulement cadrés et un seul but de Houssam Aouar. Ça, c'est bien pour lui. Aouar qui, quand même, s'installe très, très. Il ne jouait pas titulaire, Houssam Aouar. Il est rentré en deuxième mi-temps. C'est pas compréhensible pourquoi. C'était l'un des meilleurs joueurs depuis l'avant, la pré-saison. 500 passes, 72% de possession, précision de passe 82. Le carton rouge, il est du côté de l'Hellas Vérone. Et c'est Mourinho qui entraîne Roma. Hein. C'est pas n'importe quel autre entraîneur, c'est Mourinho. Et ce soir, il est tombé face à une équipe qui joue à sa façon, Mourinho. On peut pas, il a gagné des grosses équipes, Mourinho, il a gagné le Barça en faisant comme l'a fait, en jouant comme l'a fait l'Hellas Vérone. Donc il va pas critiquer l'Hellas Vérone, j'espère pas. J'espère pas pour José. On va voir après la conférence de presse. Et voilà. Demain, Napoli-Sassuolo. Pas de gros choc cette journée en Serie A. On va voir les prochaines journées. Mais voilà, voilà, prochaine journée, vendredi, Roma-Milan. Ça, c'est un bon match. Ça va être un bon match. La Juve et Bologne, pour la Juve qui souffre d'une grave crise financière, mais je pense que ça va passer. Voilà. La Bundesliga avec le nul de Dortmund à Bochum, qui est toujours une équipe difficile à jouer pour le Borussia. Le Bayern jouera demain face à Augsbourg et avec la chance de s'éloigner. Mais aussi, il faut juste le dire, il y a une équipe qui m'impressionne. J'en ai parlé l'année passée, mais cette année, cette, 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 avec Gossens qui fait un match exceptionnel.
Euh, mais l'Union Berlin, c'est l'équipe moderne. L'année passée, ils étaient dans le top 4. Ils étaient même leaders pendant une longue période. Et cette saison, 2 matchs de victoire, 8 buts sur les 2 matchs, donc une moyenne de 4 buts par match. Ils encaissent 2 buts. Euh, Demain, le Bayern récupérera, je pense, la deuxième place s'ils gagnent avec 3 buts. Et je pense qu'ils vont le gagner ce match-là parce que c'est Augsbourg qui n'est pas, même si le Bayern n'est pas le même Bayern, mais voilà, l'Union Berlin, c'est une équipe intéressante. Et prochain match, ça sera face à Leipzig pour l'Union Berlin. Leipzig qui bat Stuttgart 5-1. Mais le problème des équipes allemandes, c'est bien sûr non, leur nom, on va dire, stabilité et pas dans les résultats. Il y a un manque de constance. Mais cette équipe d'Union Berlin nous démontre qu'elle peut être constante. C'est pas une équipe qui va jouer seulement la première place pendant quelques mois, puis chuter, puis devenir une équipe de milieu de tableau, éviter la relégation. L'année passée, ils étaient dans le top 4. Ils étaient souvent les 3 et 4 premières places. Cette année, ils commencent avec comment ils ont fini la saison passée. Et ça, c'est assez intéressant. Voilà, on a fait le tour, je pense, des différents matchs. Voilà, on se retrouve demain pour des débriefs des 3 matchs assez importants à suivre avec le Newcastle, Liverpool et Barcelone Villarreal, qui seront des matchs assez intéressants, surtout Newcastle Villarreal, Newcastle Liverpool, Villarreal Barcelone. Le niveau, je pense que Premier League, c'est beaucoup plus impactant dans l'intensité que. Mais bien sûr, les Espagnols avec la culture du foot voilà, et les matchs, surtout quand ça va se jouer à Villarreal, à la Ceramica, ça a toujours une odeur d'un grand match. Et ça va être un grand match. Mais le fait que ça se joue au même moment, c'est quand même assez. C'est pas, on aurait voulu que Villarreal-Barcelone se joue à 20h, 21h, pourquoi pas. 16h, 16h30 pour Villarreal-Barcelone. Tebas et Rubles qui est arrêté, suspendu, mais Tebas, Rubles est suspendu, président de la Fédération espagnole, pour le geste qu'il a fait. On espère que Tebas sera suspendu aussi, parce que la manière avec laquelle il vend la Liga, il a totalement détruit la Liga. Villarreal Barcelone, pourquoi ça va se jouer à 16h? Pourquoi? Pour mettre Rayo Vallecano Atlético Madrid à 21h? Pas normal. C'est vraiment pas normal. Ah. Alors que la première ligue, 16h30, c'est le match. C'est le moment. Dimanche, c'est le match choc. T'as le match du samedi à 12h30 et t'as le match du 16h30 de Premier League. Les matchs se jouent pas durant la nuit. C'est impossible. C'est la culture anglaise. Mais la culture espagnole, on revient avant 2012. Le meilleur match de la journée, c'est le match qui se joue dimanche. Il se joue à 22h. Le meilleur match de la Liga se jouait à 22h. Et c'était la meilleure ère de l'histoire du football et la meilleure ère de l'histoire de la Liga avec le Real, Barça, Messi et Ronaldo. Ça se jouait à 22h. Là, le Classico, tu joues à 13h. Tu joues le meilleur match, tu joues à 14h. C'est pas normal. C'est vraiment voilà. Tout ça pour vendre ton produit aux Chinois qui, personnellement, ils auraient préféré acheter la Première Ligue 1000 fois que cette Liga, qui n'a plus de stars. Enfin, maintenant, il y a des stars. Vinicius et tout, c'est Pedri, c'est des stars. Mais ça n'attire pas. C'est pas suffisant pour vendre ton produit et le brader comme ça. Moi, je pense que cette chute économique et médiatique du produit de la Liga, c'était pas le responsable. Je suis pas le seul à le penser. Tout le monde en Espagne le pense. Et malheureusement, tant qu'il est là, ça ne va pas changer. Voilà. En tous les cas, on se retrouve dans d'autres débriefs demain pour le débrief du dimanche. Prenez soin de vous et la paix sur vous.